Il y a un certain sourire que les gens arborent quand ils repensent à l'école en France dans les années 60. L'odeur de la craie, le son des chaussures cirées sur les parquets, le froissement des cahiers à carreaux, et ce léger sentiment nerveux quand un instituteur se raclait la gorge et que toute la classe se figeait au garde à vous. Les enfants apprenaient des choses à 9 ans que la plupart des adultes n'oseraient pas tenter maintenant. Non pas parce qu'elles étaient plus difficiles, mais parce qu'elles exigeaient de la patience, de la précision, et un mélange particulier de discipline tranquille et de fierté têtue que chaque enfant acceptait simplement comme faisant partie de grandir. Voici les leçons que les enfants français tenaient autrefois pour acquises. Toutes enseignées dans de vraies écoles à de vrais enfants, beaucoup âgés de 8 ans seulement. Et qui laisserait les élèves d'aujourd'hui complètement sans voix. Numéro 1. Les travaux d'aiguille pour les filles. Si vous étiez une fille à l'école dans les années 60, vous appreniez à coudre, que vous le vouliez ou non. Ce n'était pas un club ou un passe-temps. C'était une matière. Les travaux d'aiguille. Et cela apparaissait sur l'emploi du temps comme les mathématiques ou la géographie. Vous étiez assise à de longues tables en bois avec la lumière de l'après-midi traversant les hautes fenêtres de la classe. Les aiguilles brillaient, les doigts se piquaient, et les fils avaient des couleurs qui semblaient toutes légèrement poussiéreuses. À 9 ou 10 ans, on attendait déjà de vous que vous ourliez une jupe, que vous cousiez des boutons assez solidement pour résister au chaos de la récréation, et que vous reprisiez des chaussettes jusqu'à ce que le trou disparaisse pratiquement. Il n'était pas question de jeter et d'en acheter une nouvelle. Le gaspillage était offensant. Réparer était respectable. Raccommoder quelque chose correctement n'était pas simplement une compétence. C'était un devoir moral. Les filles apprenaient la propreté, la patience, et comment défaire une couture en marmonnant entre leurs dents. Et personne n'osait nouer un fil 2 fois. C'était un signe de travail bâclé. Une maîtresse apparaissait à votre épaule, arquait un sourcil, et toute la salle le savait. Recommencez depuis le début. Numéro 2. Le travail du bois pour les garçons. Pendant ce temps, les garçons partaient vers l'atelier de menuiserie comme si l'école avait décidé qu'un jour ils pourraient être appelés à construire un abri avant le goûter. Vers 10 ou 11 ans, les garçons apprenaient à manipuler des scies, des ciseaux à bois, des perceuses à main et des limes. De vrais outils. Des outils lourds. Des outils qui pouvaient facilement retirer un doigt si l'enthousiasme dépassait la compétence. Vous rabotez des morceaux de pain, créiez des assemblages, ponciez des planches jusqu'à ce que vos mains ressemblent aussi au papier de verre, et vous rapportiez fièrement à la maison des étagères légèrement bancales que les parents exposaient comme si elles étaient des antiquités inestimables. Le parfum de la sueur emplissait l'atelier, et quelque part un garçon soufflait sur une minuscule écharpe dans son pouce, faisant semblant que ça ne faisait pas mal. Parce que la douleur était considérée comme formatrice du caractère. Numéro 3. L'enseignement ménager. L'enseignement ménager sonnait très noble. En réalité, cela signifiait apprendre comment faire bouillir correctement des pommes de terre et frotter un évier jusqu'à ce qu'il brille comme de l'argent poli. Les filles, pas les garçons bien sûr, enfilaient des tabliers, se lavaient les mains sous des robinets glacés, et apprenaient comment éplucher des carottes, repasser des thés d'oreiller, laver des vêtements à la main, et servir la nourriture sans renverser la sauce sur le bord du plat. Vous appreniez la sécurité en cuisine, mais pas avec des vidéos TikTok et des affiches colorées. Vous l'appreniez en étant sévèrement averti de tenir le couteau correctement et de ne rien laisser tomber sur votre pied. Une fille de 12 ans pouvait faire des tartelettes à la confiture, de la crème anglaise, du ragoût et du pain perdu. Et chaque leçon se terminait de la même façon, en faisant la vaisselle et en essuyant chaque surface jusqu'à ce que la maîtresse puisse voir son reflet. Aujourd'hui, il y a des influenceuses professionnelles du nettoyage. Dans les années 60, les influenceuses étaient vos maîtresses. Et elles ne faisaient pas dans l'encouragement doux. Numéro 4. La gymnastique et les exercices. La gymnastique scolaire n'était pas le PS moderne. C'était plus proche d'un entraînement militaire léger, seulement sans les médailles à la fin.
Les enfants s'alignaient dans la cour en rangée ordonnée, le dos droit, les bras balançant dans un rythme strict, les genoux se levant avec détermination. Le directeur observait, les mains derrière le dos, pendant qu'un sifflet coupait l'air froid du matin. Ce n'était pas de l'exercice pour la santé. C'était de l'exercice pour l'ordre, pour la posture, pour la discipline. Et chaque enfant, garçon et fille, marchait comme un minuscule régiment, pas entièrement sûr de la victoire pour laquelle il se préparait, mais certain qu'il ne devait pas rompre le pas. Aujourd'hui, les enfants s'étirent avec des tapis de yoga et de la musique apaisante. À l'époque, vous marchiez jusqu'à ce que vous puissiez presque entendre vos grands-parents hocher la tête d'approbation. Numéro 5, l'élocution et la politesse. Dans certaines écoles, surtout les lycées, parler correctement n'était pas simplement encouragé, c'était évalué. On vous enseignait comment vous tenir debout, comment saluer les adultes, comment dire bonjour avec clarté, comment prononcer les consonnes de façon nette, et comment parler sans marmonner ou vous avachir. La politesse était un langage en soi. Vous appreniez à tenir les portes, à attendre votre tour, à vous adresser au professeur formellement, et à écrire des lettres de remerciement comme si l'avenir de la civilisation dépendait de la papeterie. Les leçons d'élocution n'étaient pas pour avoir l'air chic. Elles étaient pour avoir l'air correct. Vous ne disiez pas « ouais ». Vous disiez « oui ». Et vous n'interrompiez certainement pas. Aujourd'hui, les enseignants célèbrent la découverte de votre voix. Dans les années 60, l'objectif était d'apprendre à utiliser votre voix correctement. Calmement, respectueusement, et de préférence seulement quand on vous adressait la parole. Numéro 6, la calligraphie et la discipline de l'encre. Les enfants aujourd'hui glissent sur des écrans. Les enfants d'alors trempaient des plumes dans des encriers et priaient pour que l'encre ne fasse pas de taches à mi-phrase. La calligraphie était une affaire sérieuse. Les lettres étaient des boucles et des lignes, des queues et des sommets, des courbes minutieuses qui devaient correspondre exactement au modèle. Une seule tache d'encre pouvait ruiner une page entière. Le papier buvard attendait à proximité comme un juge silencieux. L'écriture manuscrite était la beauté et l'ordre sur une page, pas une course pour finir. Si votre écriture penchait dans le mauvais sens, vous la corrigiez. Si vous tachiez votre manche, vous acceptiez les conséquences. Certains enfants portaient de petites taches d'encre bleue sur leurs doigts comme des badges d'honneur. Une belle écriture signifiait que vous étiez soigneux, diligent et réfléchi. Une écriture désordonnée signifiait la disgrâce. Ou pire, être demandé de recommencer. Numéro 7, le travail du métal. Si la menuiserie sentait le pain, le travail du métal sentait la chaleur, l'huile et la légère odeur métallique des copeaux de fer. Les garçons, encore une fois, seulement les garçons, apprenaient à limer du laiton, plier des feuilles d'étain, façonner de l'aluminium, et polir le métal jusqu'à ce qu'il brille comme le chrome d'une toute nouvelle Citroën. Les lunettes de sécurité existaient, mais l'enthousiasme pour les porter variait. Les étincelles volaient, les mains se tachaient de noir avec la graisse, et chaque garçon espérait secrètement qu'on lui permettrait d'utiliser le chalumeau. Même si votre création ressemblait à un presse-papier légèrement confus, vous l'affichiez fièrement. Et les professeurs attendaient de la fierté. Fierté de l'effort. Fierté de l'artisanat. Fierté de produire quelque chose de solide, quelque chose de réel. Numéro 8, le jardinage scolaire. De nombreuses écoles avaient des jardins et les enfants apprenaient à les entretenir. Pas arroser des plantes d'intérieur. De vrais parterres de jardins et des potagers. Vous creusiez la terre, plantiez des graines, désherbiez les rangées, et attendiez. Il n'y avait pas de récompense instantanée. Vous appreniez la patience comme la nature l'entendait. Lentement. Certaines écoles gardaient des poules, certaines cultivaient des pommes de terre ou des haricots. Et quand quelque chose germait enfin, il y avait une satisfaction tranquille à savoir que vos petites mains avaient aidé à coaxer la vie du sol.
C'était moins une unité d'horticulture et plus voici comment nourrir une nation si vous devez le faire un jour. Numéro 9, la dactylographie. Vers l'âge de 12 ou 13 ans, de nombreux enfants, surtout les filles, étaient initiés au claquement glorieux de la machine à écrire manuelle. Les touches étaient lourdes, le ruban d'encre tachait, et chaque lettre venait avec un claque satisfaisant. Les doigts devaient s'étirer et frapper avec détermination. Il n'y avait pas de retour arrière, seulement du liquide correcteur et du regret. Apprendre le clavier de la machine à écrire était considéré comme une compétence appropriée, utile pour l'emploi futur, signifiant souvent le travail de secrétariat. Mais que vous soyez destiné à la vie de bureau ou non, les leçons de dactylographie inculquaient le rythme, la concentration et une quantité surprenante de force dans le haut des bras. Numéro 10, l'instruction religieuse et morale. Une fois par semaine, les enfants rassemblaient leurs livres de cantiques, redressaient leur col et se préparaient à lire les Écritures. Ce n'était pas optionnel. Les leçons touchaient aux histoires bibliques, à la conduite appropriée et à ce que signifiait être une bonne personne et un bon voisin. Les enseignants parlaient d'honnêteté, d'humilité, de patience et de communauté. Il y avait une règle tacite selon laquelle vous vous comportiez non seulement parce que vous le deviez, mais parce que c'était juste. Aujourd'hui, les leçons morales viennent des livres d'histoire et des assemblées. À l'époque, elles venaient du livre des Proverbes et d'un enseignant qui n'hésiterait pas à faire une pause au milieu d'un verset pour lever un sourcil vers quiconque chuchotait. Numéro 11, l'observation de la nature. Avant que la science ne devienne des tableaux blancs et des surligneurs, c'était l'observation de la nature. Les enfants examinaient des feuilles, dessinaient des plumes, observaient des chenilles, et pressaient des fleurs sauvages entre les pages des livres. Chaque enfant connaissait les noms des oiseaux, des arbres et des fleurs dans la cour de l'école. Vous appreniez le cycle des saisons, la vie d'un tétard, et le son des abeilles en été. Ce n'était pas pour les examens. C'était pour connaître le monde autour de vous. Un monde que vous étiez censé respecter, pas faire défiler. Numéro 12, les tâches ménagères et le soin du linge. Certaines écoles prenaient la formation domestique si au sérieux que les enfants apprenaient les soins appropriés du linge. Comment tremper, frotter, rincer, essorer et suspendre les vêtements. Repasser, plier, et même amidonner les cols étaient considérés comme des leçons de vie essentielles. Une fille de 12 ans pouvait amidonner une chemise si nettement qu'elle pouvait pratiquement tenir debout toute seule. Ce n'était pas glamour, mais il y avait de la fierté dedans. L'ordre et la propreté n'étaient pas seulement des préférences, c'étaient des vertus. Numéro 13, les mathématiques pratiques et le budget familial. Avant que la littératie financière ne devienne un sujet à la mode, les enfants des années 60 apprenaient la budgétisation pratique aussi naturellement que les tables de multiplication. Vers 11 ou 12 ans, on pouvait vous donner un salaire hebdomadaire imaginaire et vous dire de planifier les repas, de tenir compte du loyer, d'allouer des économies, et de mettre de l'argent de côté pour les urgences. Il n'y avait pas de calculatrice, juste du papier, un crayon, et la prise de conscience tranquille que la vie nécessitait une planification minutieuse et, occasionnellement, de décider si votre famille imaginaire pouvait se permettre de la confiture. Numéro 14, les tâches de classe. Chaque enfant avait des travaux. De vrais travaux. Vous alliez chercher la craie, remplissiez les encriers, nettoyiez les tableaux noirs, empiliez les feuilles de cantiques, rangiez les étagères, et organisiez les vestiaires. La responsabilité n'était pas une récompense. Elle était attendue. Être confié avec des tâches vous faisait vous tenir un peu plus droit et prendre l'école un peu plus au sérieux. Et rien ne semblait aussi satisfaisant que d'essuyer le tableau parfaitement propre et d'entendre l'enseignant dire « bien joué ». En regardant en arrière maintenant, il est facile de sourire aux routines et rituels, à la rigueur et à la logique étrange de tout cela. Mais il y avait quelque chose d'indéniablement ancré dans ces leçons. Elles connectaient les enfants au monde, aux compétences réelles, aux habitudes partagées, à la communauté, à la discipline,
et à un sens de grandir qui semblait délibéré et stable. Nous ne l'appelions pas formation du caractère alors. C'était simplement l'école. Un endroit où vous appreniez non seulement à lire et écrire, mais à coudre, réparer, polir, planter, planifier, parler et vous comporter. Et même maintenant, des décennies plus tard, ces souvenirs ne sont pas seulement sur l'éducation. Ils sont sur l'identité, sur les valeurs tranquillement façonnées dans les salles de classe ensoleillées et les cours d'école glaciales. Alors quand quelqu'un dit que l'école était différente à l'époque, ils ont raison. Ce n'était pas plus facile ou plus difficile, juste enraciné dans un temps où l'enfance avait son propre rythme, et l'apprentissage venait avec du fil, de l'encre, de la craie, de la terre, de l'acier, et le hochement silencieux d'approbation d'un enseignant. Et si vous avez réussi à faire un serre-livre en bois décent, coudre un ourlet droit, ou prendre un virage de marche en formation parfaite, eh bien, ce sentiment ne vous quitte jamais vraiment, n'est-ce pas,